Cette semaine, on s'intéresse à la nouvelle tendance alimentaire de l'heure et j'ai nommé les fibres. Notre collègue Vanessa vient nous jaser de terrorisme nihiliste et j'accueille un gars que j'ai découvert sur TikTok puis qui pourrait vous convaincre que la philo, c'est utile, Zachary Yoneux. Bienvenue au balado Urbania où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Le Gab, elle m'avait demandé de changer cette phrase-là parce qu'elle la trouvait plate, mais j'essaie de la convaincre que c'est intéressant. Alors, moi, c'est Flo, puis mon dernier contact avec la philo, c'était au cégep. J'avais eu un cours de théorie de la connaissance. Et j'ai trouvé ça fort intéressant. Et là, Florence me dit « Demande-moi c'est quoi et tu vas voir que c'était une belle phrase. » Alors, qu'est-ce que c'est, Florence? La théorie de la connaissance, ben, je sais pas, je trouve que tout mon primaire, mon secondaire, je me suis jamais demandé pourquoi on m'apprend ce qu'on m'apprend. Ouais. Et là, ce cours-là, ça remettait un peu en question les choses qu'on m'apprenait à l'école et ça m'expliquait que c'était en fait la somme de plein de personnes avec des regards super subjectifs sur le monde. Puis j'étais comme « Wow! » Dans le fond, c'est pas peut-être pas tout vrai, tu sais? Dans le fond, tu as eu comme une pratique pour ce qu'on appelle l'UQAM. Exactement! C'est exactement ça. Le point de vue situé. Ben moi, c'est Gab et j'ai probablement déjà jugé la valeur nutritive de votre lunch. C'est certain. Oui, je suis désolée. Je vous l'ai jamais dit, mais prochaine fois que vous me voyez au bureau, jetez un regard vers votre pizza sans légumes. Sans aucun doute. Sachez, oui, que je juge la balance. J'ai jamais vu Gab avec un lunch pas vert, mettons, au bureau. C'est important de manger au moins la moitié de votre assiette doit être composée de légumes. C'est Santé Canada qui vous recommande, juste vous dire. Et Gab? Ben, on n'avait pas parlé d'une affaire importante la dernière fois et c'est qu'on a un nouveau jingle. Oui, et vous l'avez entendu dans l'épisode de la semaine dernière. Notre jingle est incroyable. C'est un mash-up de plein d'affaires pas de bon sens qu'on a dit et de notre chroniqueuse favorite. Sophie Durocher. Exactement. C'est incroyable. C'est fait par notre collègue Kevin Bouchard, que je salue. Shout-out à Kev. Oui. Nouvelle formule. Dites-nous dans les commentaires, peu importe où, là, si vous aimez la nouvelle formule avec entrevue, invité, ou vous ennuyez-vous des chroniques de Florence? Do you miss me? Do you miss me? Ben, t'es encore là. Je suis là. Mais c'est ça, la formule va être un peu plus longue aussi parce qu'on invite des gens qui viennent jusqu'au bureau, fait qu'on veut prendre quand même un bon moment avec eux pour jaser. Fait que les épisodes risquent d'être plus longs, mais plus intéressants, on l'espère. Fait que dites-nous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, parlant de commentaires, je voulais... c'est que ce matin, moi, j'ai magasiné le premier commentaire de nos haters de la saison et finalement, j'en ai pas trouvé. À part quelqu'un qui aimait pas mes bas blancs, mais j'en ai remis aujourd'hui. Sur YouTube, on a Sébastien Hott qui dit « Je me demandais où vous étiez et j'avais peur que vous ne reveniez pas. Bien content de retrouver votre contenu et de m'en servir pour mousser les discussions avec des gens trop à droite dans ma vie. » Je suis tellement flattée de ça. C'est très gentil, merci. Ouais. On en profite parce qu'on en a pas souvent des beaux commentaires comme ça, mais il y en avait 2 très bons commentaires sur YouTube. Oui, des gens qui étaient contents.es de nous retrouver. Oui. Ben, on est contente aussi. Hihi. Tu nous portes ça? Ouais, j'y vais. J'ai une annonce à faire à tous les Gym Bros et les Pilates Princess qui nous écoutent. Sortez vos leggings noirs Lululemon et vos haltères sombres, car nous sommes en deuil. Oui, cet automne marque la fin d'une époque et j'ai nommé l'âge d'or des protéines. Adieu poudre protéinée à saveur de gâteau de fête et Bar Cliff Peanut Menthe Mocha. Nous entrons maintenant dans l'ère des fibres. J'ai appris ça sur TikTok grâce à la nouvelle tendance du fiber maxing, soit l'idée d'augmenter drastiquement la quantité de fibres de notre alimentation. On peut faire ça avec des pâtes de blé entier, des légumineuses et des fruits ou encore avec des suppléments, évidemment, comme des poudres de fibres. C'est le temps d'emprunter le métamucil de votre grand-mère. C'est une tendance qui semble être là pour rester. Il y a d'ailleurs une étude qui rapporte que la valeur du marché mondial des fibres alimentaires a connu une augmentation de près de 50 en 4 ans. Oui, fait que les gens achètent les suppléments de fibres. On se fibre. Le fiber maxing, c'est pas une si mauvaise idée parce que des fibres, les gens en manquent cruellement. Au Canada, on consomme généralement moins de la moitié de la quantité de fibres recommandée par jour. Est-ce grave? Oui. TikTok, on va y arriver. TikTok nous vante les mérites de la tendance en nous disant que manger plus de fibres améliore la digestion et le sentiment de satiété, mais aussi que c'est un facteur de protection pour la prévention du diabète de type 2 et la réduction du cholestérol, et c'est pas faux. Pour une fois, les nutritionnistes et les experts sont même d'accord avec les influenceurs bien-être. Wow. Donc oui, les fibres, c'est important. OK. On tient la tendance du fiber maxing à la Gen Z, qui a encore inventé une joke, qui n'en est pas vraiment une. Je m'explique. D'abord, le terme maxing, c'est né sur des forums d'incels. Au début, c'était utilisé pour des stratégies d'optimisation de soi un peu obsessives, voire dangereuses ou toxiques, comme le looks maxing. Si vous connaissez, c'est comme pousser son apparence physique à l'extrême pour devenir de plus en plus beau. Il y a un micro-mag reportage vraiment intéressant, Urbania, qui est sorti là-dessus l'an dernier.
Mais depuis, le terme est rentré dans la culture populaire, mais de manière un peu ironique. Fait qu'on va l'utiliser pour rendre sexy quelque chose de normal et même un peu plate qu'on devrait faire pour notre santé, genre le sleep maxing, dormir 8 heures par nuit, ou le walk maxing, marcher. Il y a comme un mélange de contenu parodique en ligne sur le sujet, puis de vrai monde qui prennent l'idée du maxing trop sérieux. On a comme la balance entre des gens qui... c'est ça, qui sont devenus fous, là, qui marchent 20 000 pas par jour, puis qui disent que ça les rend plus créatifs. Puis des gens qui disent « j'ai fait du walk maxing », et je marche jusqu'à mon char. Fait comme en joke un peu ironique. On en a parlé beaucoup la dernière saison, mais on fait des tendances avec pas grand-chose des fois. Ben, c'est là où je veux en venir parce que le fiber maxing, j'y reviens, c'est une tendance nutritive qui va, comme toutes les autres, finir par mourir. Mais c'est aussi une espèce de tendance / pratique ironique pour encourager les gens à adopter des meilleures habitudes de vie, dans le fond. Mais moi, je trouve ça tellement paradoxal parce que c'est comme si... on t'encourageait à être obsédé par quelque chose de tellement précis dans ton alimentation. C'est comme si ça valorise une vision un peu quasiment comptable là, du corps, où est-ce qu'il faut que tu remplisses tes petites colonnes Excel de chacun de tes nutriments que tu dois avoir chaque jour. On dirait que, en tant que personne aux tendances obsessives que je suis et qui aime beaucoup quantifier les choses et les données, les analyses, j'ai l'impression que si je me mettais à obséder sur les fibres, genre, je deviendrais complètement crazy. Puis ça nuirait plus à ma santé que j'en bénéficierais au final, tu sais. Ben c'est que c'est important, mais mettons, manger trop de fibres, c'est pas nécessairement mieux. Surtout si t'es pas habitué, tu vas avoir super mal au ventre parce que c'est plus difficile à tu vas digérer. être constipé. Tu vas être constipé. Si tu bois pas assez d'eau, tu te sentiras pas bien. C'est une maladie chronique comme la maladie de Crohn ou le côlon irritable, tu vas pas te sentir bien non plus. C'est pas nécessairement une formule magique. Puis ça séquence encore là, la nutrition, dans le sens où pendant longtemps, c'était les protéines. Tout le monde maximisait leurs protéines. Là, maintenant, ça va être les fibres, mais faut pas non plus juste mettre le focus sur un seul aliment. Là. La nutrition, c'est quelque chose de global qui doit être varié, en fait. Ben Donc, oui, de tout mettre ses œufs dans le même panier, c'est pas nécessairement mieux. Ben c'est ça, je suis partagée, encore une fois, là-dessus, parce que je me dis, est-ce que je m'intéresse pas assez à ce que je mange, puis que je devrais porter plus attention aux protéines, aux fibres? Parce que je pense que, comme beaucoup de gens, je check pas ça. C'est important, mais c'est des petits changements qui vont faire en sorte que tu as une meilleure nutrition et pas une obsession sur une affaire. C'est ça. Alors, il faudrait le équilibre maxing comme prochaine tendance. Mais pour vrai, c'est... je repensais à ça ce matin en préparant ma chronique, puis je me disais, c'est tellement triste que les gens doivent découvrir que les fibres les font sentir bien. Parce que la diète américaine ou canadienne qu'on a principalement autour de nous, là, est tellement mauvaise que, en fait, toute cette tendance-là part de certaines personnes qui se sont mis à manger beaucoup de fibres puis qui se sentaient mieux. Puis là, ils voulaient partager la bonne nouvelle, un peu comme des prêcheurs de la fibre. Ce sont les messieurs. Wow! Et puis, il y a une fille, j'ai lu un article ce week-end dans The Cut d'une fille qui a parti d'une compagnie de crème glacée aux fibres, genre riche en fibres. Parce qu'à un moment donné, elle s'est mise à manger beaucoup de fruits et légumes et elle se sentait super bien et elle a découvert que les fibres, c'était génial. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est triste? Tu peux pas te mettre à manger plein de fruits puis te dire, mon Dieu, quel changement de vie incroyable! Je me sens soudainement très bien. Ben, je pense qu'il y a des gens qui ont juste pas tant eu, qui ont pas été sensibilisés tant que ça à ça ou qui ont jamais eu une alimentation super équilibrée. Fait que, tu sais, c'est un peu un privilège d'être comme, j'ai toujours su qu'une alimentation équilibrée était bonne pour moi. C'est comme, oui, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance. Ben oui, là, c'est sûr qu'il y a toute la question aussi de l'éducation nutritive, donc, en tout cas, je trouve qu'on manque cruellement au Québec, mais aussi l'accès à des... Tu sais, les fibres, ça se retrouve beaucoup dans des aliments qui vont coûter cher, comme des fruits et des légumes frais, des produits enrichis, du pain de blé entier. C'est sûr que c'est moins accessible. Moi, ça me fait beaucoup penser, ce sujet-là, au gap. Quand tu quittes chez tes parents et que tu commences à te nourrir par toi-même et que tu manges juste ce que tu veux puis ce que tu as envie de manger, moi, j'ai réalisé que j'avais vraiment commencé à manger moins de fruits et de légumes quand j'ai quitté la maison de mes parents. Parce que ça coûte plus cher? Ben oui, ça coûte plus cher. Mais aussi, on dirait qu'ils l'incorporaient dans mon alimentation sans que je m'en rende compte. Ça fallait que tu prépares. Oui, c'est ça. Moi, il fallait comme que j'y pense. Fait que je suis sûre qu'il y a plein de jeunes adultes pour qui ces tendances-là peuvent être bénéfiques, qui sont comme « Ah, effectivement, ben oui, je ne mange plus de fibres, je ne le savais pas. » Tellement, mais c'est ce que je trouve plate, là, je finirai là-dessus, mais c'est aussi le fait que c'est encore une tendance qui va être utilisée pour vendre des suppléments, alors que des protéines, des fibres,
whatever, là, des oméga 3, tu peux tout en retrouver dans ton alimentation. Puis c'est même beaucoup mieux, les nutritionnistes vont dire, de les ingérer dans tes aliments puis d'avoir une alimentation diversifiée qui va t'offrir un apport en fibres, en protéines suffisant que d'avoir encore un supplément qui va te coûter 30 mais qui pourrait être une pomme. J'ai l'impression que c'est très rare que les suppléments, c'est vraiment bénéfique ou que ça vaut vraiment la peine ou que les professionnels les recommandent pour de vrai, non? Oui, c'est très rare. Si vous payez plus de 150 de suppléments par mois, vous vous faites crosser. Ouais. En tout cas, c'est mon hot take aujourd'hui. Ça m'en prenait un à chaque jour. C'est bon, on finit là-dessus? Ouais. Et on accueille notre collègue Vanessa cette semaine. C'est... Wouhou! Make some noise pour Vanessa Destinée! On a dit à Rafi avant l'enregistrement qu'il fallait qu'elle baisse le volume du micro de Vanessa. Vrai, on savait que tu allais parler plus fort que nous. Que j'allais gueuler. Wow. Hey, j'ai oublié mon bouton. Si jamais, Vanessa, tu veux canceller quelque chose, tu peux appuyer sur le bouton jaune. Ah, j'adore! C'est bon, hein? Ouais, mon Dieu, mais je peux-tu repartir avec? Non, ma fille l'adore. Quand elle vient au bureau, elle aime beaucoup ça. Oh, canceller les choses. OK, mais ma prochaine date, vous me le prêtez, OK? C'est bon. Oui, c'est important. À toi. De quoi OK. tu parles aujourd'hui, en fait? De quoi je parle? Ben, en fait, je parle d'un nouveau phénomène de radicalisation en ligne. Puis là, je sais pas si je dois vous regarder, vous, la caméra, parce que... Nous. Tu peux nous regarder, OK, nous. d'accord. Comme Ouais, on fait dans la vie. Comme dans la métier. vraie vie. Comme Ouais. si on était là pour vrai. Le métier auquel Fais j'ai semblant. consacré 15 années de ma vie. D'accord. Donc, c'est ça, je vous parle d'un nouveau phénomène de radicalisation en ligne. Donc, il y a les experts universitaires, puis des gens, membres des services de renseignement un peu partout sur la planète, là, qui sonnent l'alarme au sujet d'un nouveau phénomène très préoccupant, une forme de terrorisme dit nihiliste. Donc, c'est comme un terrorisme qui s'appuie sur rien. Rien pantoute, OK? Mais qui va séduire des gens, majoritairement des jeunes hommes qui trouvent refuge sur le web, dans des coins sombres de l'Internet, dans des forums ou des réseaux comme Telegram, Discord, 4chan, et qui développent une espèce de fascination morbide, mais pas nécessairement charnelle, donc c'est pas par plaisir, juste une fascination pour le mal et pour la violence, OK? Donc, comme si ça allait pas, comme si on n'en avait pas suffisamment dans cette société dystopique, ben voilà que ça se rajoute. Et c'est comme un phénomène qui a vu le jour un peu après la pandémie, qui est présent sur tous les continents, donc dans plusieurs pays, pas juste aux États-Unis, parce qu'évidemment, on pense instinctivement aux tueries de masse aux États-Unis. Mais non, c'est un modèle là, qui s'exporte, qui fait des adeptes un peu partout sur la planète. Puis c'est vraiment le mal, la violence, la mort, c'est perçu comme une activité. C'est la fin en soi. C'est pas un moyen de parvenir à une idéologie, tu sais, à mettre en place, défendre un agenda. C'est vraiment juste une activité comme une autre. Comme c'est inquiétant. Ouais, ça fait vraiment, vraiment peur. Puis là, je sais, vous vous dites, OK, mais dans le fond, tu es juste en train de nous parler des psychopathes. Qu'est-ce qui est arrivé au bon vieux psychopathe? Hey, non, j'en parlais la au bon semaine vieux passée. tueur de Ils sont masse. sur TikTok à faire du contenu. Exactement. Mais puis c'est vraiment comme une idée reçue que souvent, ces gars-là, ça va être des loups solitaires. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que les attaques, souvent, elles vont être portées de manière individuelle sur le terrain. Mais dans les faits, tout le processus de radicalisation, c'est basé sur des relations interpersonnelles. Genre, ils ont une gang, ils ont des amis, ils ont des gens, ils se parlent entre eux. Et ce que les chercheurs ont remarqué, c'est qu'il y a plusieurs tueurs de masse des dernières années qui se suivaient sur les réseaux sociaux sans savoir qui exactement allait passer à l'action. Donc, ils sont dans des communautés comme ça où ils se galvanisent entre eux pour accéder à une espèce de panthéon qu'ils ont eux-mêmes créé des tueurs de masse les plus célèbres. Entre autres, on retrouve là-dedans Anders Breivik qui avait commis une tuerie là, en Norvège. On a mon préféré, Elliot Rodger, alias le gentleman suprême, qui était derrière l'attentat incel de Isla Vista là, en 2014 aux États-Unis. On a Marc Lépine, malheureusement, qui figure. Oui. Le Québec est toujours là. Ah, ça, c'est bien de chez nous. On ne s'en fait débarrasse partie. pas, là, Ah de non, lui, c'est là, ça. il est toujours présent. Ah, il inspire des générations de tueurs de masse, c'est horrible. malheureusement. Puis c'est ça, ce qui est fascinant, c'est que, tu sais, ces gars-là s'appuient beaucoup sur la culture ironique de l'Internet. Fait que, tu sais, même, par exemple, le tueur qui a été interpellé dans la mort de Charlie Kirk, donc le suspect présumé, les messages qu'il a laissés derrière lui sont très, très incohérents. Puis très rapidement, on le sait, le Donald Trump était comme « Oh mon Dieu, c'est la gauche radicale, c'est la gauche radicale ». Mais quand tu regardes ce qu'il a laissé derrière lui, ça pointe pas vers la gauche radicale, ça pointe un peu vers l'extrême droite, mais finalement, c'est comme un melting pot de plein d'affaires. Il fait référence aux furries, par exemple, qui est la communauté en ligne là, où des adultes aiment s'habiller en peluche. Puis c'est ça, puis tu te rends compte que finalement, c'est des communautés où on discute autant de trucs satanistes que djihadistes,
jusque néo-naziste. Tu sais, c'est vraiment masculiniste. Tout ça se mélange. Puis il y a la culture du LOL, puis du brain rot aussi, qui vient se mélanger à tout ça. Puis ça fait comme une espèce de langage que seuls eux comprennent, des langages, des références, puis visiblement un star system que juste eux comprennent, puis ils aspirent à ça. Donc, c'est vraiment un phénomène très, très troublant. Et ce qui est d'autant plus troublant, en fait, c'est que les chercheurs universitaires constatent que les tueurs de masse tendent à rajeunir depuis quelques années. Donc, on a de plus en plus de jeunes personnes, et j'inclus là-dedans des mineurs. Ah, c'est là que j'allais demander. C'est ça qui est vraiment, vraiment dark, c'est que dans ces forums-là, dont je parlais de Telegram, Discord, 4chan, on retrouve énormément de mineurs qui recrutent d'autres mineurs. Donc, et comment ça se passe, en fait, c'est qu'ils vont sur des plateformes, par exemple des plateformes de jeux vidéo, tu sais, mainstream, assez anodines, tu sais, Roblox, Minecraft, puis ils vont tenter d'embrigader donc des jeunes, leur offrir un espace, miser sur un sentiment d'appartenance, puis tranquillement, on va les exposer à la violence pour les désensibiliser et leur montrer que la violence, finalement, c'est quelque chose qui est facile, qui est accessible, qui est souhaitable et qui est employable, tu sais. Et tranquillement, on les casse, tu sais. Il y a comme des espèces de rites de passage, dépendamment des groupes, tu sais. On va les encourager à s'automutiler, à violenter des animaux, à attaquer des personnes sans abri, des personnes itinérantes dans la rue au couteau, des viols, de la sextorsion. Donc, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on entend là, dans les écoles, la violence, mon Dieu, nanana. Des fois, ça part de là. Donc, il y a un très beau dossier, d'ailleurs, du journal Le Monde là, qui est sorti il y a quelques jours, par hasard. Là. Je vous assure que j'ai commencé mon propre reportage bien avant, mais il y a un cas, justement, en France, là, qui a comme alerté les autorités, là, tu sais, comme un jeune qui avait énormément de contenu, un mineur qui avait énormément de contenu pédopornographique sur son ordinateur, tu sais, puis qui est en train de se radicaliser parce qu'évidemment, la sexualité est omniprésente dans ces espaces-là. Je comprends plus le lien entre la pédopornographie et la radicalisation et le satanisme. On est dans la violence, on est dans la déshumanisation complète des autres, tu sais, fait que ça passe par des crimes sexuels violents aussi, qui vont être souvent une des étapes avant comme le meurtre, tu sais. Fait que on est dans la violence sexuelle, mais contre des mineurs, contre tout ça. Fait que, et des fois, ce qui est vraiment tordu, c'est que dans ces espaces-là, les victimes finissent par devenir des bourreaux aussi. Ils sont comme pris dans l'engrenage. Fait que c'est pour ça que tu te ramasses dans des situations où tu vas avoir des mineurs, des enfants de genre 13 ans qui en recrutent d'autres qui ont 16 ans. Tu sais, t'imagines, t'as genre 13 ans puis t'es en train de sextorquer quelqu'un qui en a 16. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est j'imagine très, que le fait de montrer que tu es capable de passer à l'action dans ces groupes-là, ça doit être ça qui est valorisant puis qui te fait devenir un peu une personne importante dans le groupe. Là. Absolument. En fait, il y a une logique de dépassement de soi dans ces espaces-là et c'est pour ça aussi que le Panthéon, il y a un effet comme un peu implicite sur la psyché de ces jeunes-là. Tu sais, ça devient quelque chose auquel tu aspires. Puis il y a comme de la compétition, puis on parle de gamification, en fait, de la mort et du meurtre. On dirait un jeu vidéo avec des levels comme où tu obtiens tes points, donc tu avances plus loin dans le jeu. Tu montes carrément dans l'espèce de hiérarchie sociale qu'ils ont fabriquée, dans le fond. Fait que c'est comme ça que tu t'imposes. Tu gagnes en capital, en mobilité sociale. C'est comme une monnaie, en fait, la violence, tu sais. Fait que, c'est dark, mais je pense que c'est vraiment important de ne pas détourner les yeux. Tu sais, je sais que ça fait partie des sujets dont les gens ont un peu peur, tu sais, puis ils pensent vraiment que c'est très, très niché, puis qu'il faut juste l'ignorer, il ne faut pas y prêter attention, mais c'est la meilleure façon, en fait, de s'assurer que des personnes vulnérables basculent dans ces univers-là. Au contraire, il faut maintenir le dialogue, il faut vraiment s'intéresser à ce que font les enfants, les jeunes sur Internet. Il faut que les parents développent cette littératie-là numérique pour être capable de les accompagner puis reconnaître les signes avant-coureurs de quelqu'un là, qui est en train de basculer dans la radicalisation parce que c'est possible de déradicaliser quelqu'un. C'est pas parce qu'on se radicalise qu'on va passer à l'action. Donc, c'est possible de s'arrêter, c'est possible de revenir en arrière, mais pour ça, généralement, ça prend un filet social qui est fort. Donc, puis dans mon texte aussi, je mets beaucoup en garde contre
le désir, tu sais, de démoniser les écrans ou de démoniser les jeux vidéo. C'est pas ça, là. Tu sais, comme à l'époque, là, à l'époque de Columbine, par exemple, C'était on parlait... la faute à Marilyn Hey, Manson. Oui, on se Marilyn rappelle. Manson, puis de la Que musique tout le métal. oui. Non, tu sais, de toutes les époques, les jeunes vont se trouver des espaces où ils vont être à l'abri de leurs parents, tu sais, puis créer comme un sentiment d'appartenance en communauté. Fait que c'est important de respecter l'intimité des jeunes, mais c'est important aussi quand même de s'intéresser à ce qu'ils font, puis de comprendre que c'est pas tant les outils ou, tu sais, le médium, en fait, le problème, même si clairement, il y a un facteur d'accélération à cause des réseaux sociaux puis de ces plateformes-là de discussion, mais c'est vraiment des choses aussi banales que la solitude, tu sais, qui vont être des facteurs à risque pour bien des jeunes là, en termes de radicalisation. Donc, voilà. Ah, mais est-ce que c'est pour ça qu'on C'était- a parlé de pandémie, que ça s'est accéléré, ce mouvement-là, durant la pandémie, parce que les jeunes ont été plus isolés, 100%. donc ils sont 100%. allés plus en ligne. Donc, Oui. Tu sais, mais c'est pas nouveau, c'est pas des phénomènes nouveaux, là, tu sais, la fascination pour la mort, je veux dire, c'est vieux comme le monde, littéralement, Ben oui. là, de l'humanité. Et dès les débuts de l'Internet aussi, tu sais, parmi les premiers sites qu'on a trouvés, c'était des sites dédiés à la mort, tu sais, où est-ce qu'on va voir des gens mourir de manière accidentelle, où est-ce qu'on va avoir accès à des archives de la police, où on va voir des scènes de crimes très, très violentes, très explicites, des vidéos d'exécution aussi. Et là, on rentre dans toutes sortes d'affaires. Là, il y a les cartels mexicains, entre autres, là, qui font des vidéos spectaculaires qui sont très, très populaires là, sur ces forums de radicalisation. Les vidéos aussi là, d'État islamique qui ont comme marqué un tournant dans la façon de mettre en scène la mort. Il y a quelque chose d'esthétique, de glamour, quasiment, de cinématographique qui attire énormément les jeunes. Puis quand on est désensibilisé, quand c'est banalisé, ben évidemment, c'est une façon de les accrocher. Mais tu sais, c'est pas les réseaux sociaux qui ont inventé cette fascination-là pour la mort, puis pour des réseaux où on partage ce type de contenu-là. Ça existait bien avant, mais ce qui se passe, en fait, c'est que là, on constate que les jeunes s'enfoncent, en fait, dans des espaces où les parents ont moins accès parce qu'ils sont démunis un peu, ils comprennent pas, ils n'ont pas les ressources pour comprendre. Ils se radicalisent plus vite aussi, donc plus vite qu'il y a 20 ans, et ils sont de plus en plus jeunes. Donc, voilà. Hey, to be Encourageant. un parent en 2025, sérieux, 2025! Oh ça me my glace God! le sang. wow. Créez-vous des personnages sur Roblox, en fait. C'est Roblox et Minecraft. Jouez-vous aussi avec vos enfants. Rejoignez-les où ils sont. Rejoignez-les! Ouf! Puisse Ah, ma fille ne jamais jouer à Minecraft. Oui, là, c'est c'est pas un intérêt que j'ai envie de développer. Elle va être correcte, je pense. Oui, Seigneur. Merci tellement, Vanessa, c'était full très intéressant. Ah, ben ça fait plaisir. Merci. Ben ça fait plaisir, je veux dire. C'est quand même dark de Ça toucher fait à fun, des sujets ça. comme ça. Mais je pense que c'est faire œuvre utile quand même de s'y intéresser. Mais vraiment. Merci. C'est le moment où on te kick out. On Merci te kick d'avoir out. été là. Oui. Oui. Je pensais que quelqu'un allait me soulever, en fait, et me porter jusqu'à mon C'est le moment où on siège. t'éjecte. Avec C'est le le moment très... réparateur. Est-ce que ça, c'est filmé? Tout est Oh filmé. mon Dieu, fait que c'est le moment disgracieux où je suis comme... Ouais, moi, je le même? fais chaque Ok. semaine en jupe, Oh imagine. non, quelle horreur. Oui, ben c'est correct, ça fait partie de la game. Ben, c'est mon full baby. Oui. Ah, n'oublie pas ton Adieu. téléphone. Ah, est-ce que je Merci peux faire? tellement. OK, ben vu que mon segment est fini... Yes, c'est Première fait. fois de Vanessa Balado. Et là, C'est on le change moment. d'invité. Oui, on change d'invité. Parce que cette semaine, j'avais envie qu'on accueille un gars qui s'intéresse à un domaine dont on parle rarement dans les médias et sur les réseaux sociaux, la philo. Zach, tu peux te joindre à nous? Regardez son beau saut. Ça vaut la peine si vous Je regardez sais. notre Qui a émission. envie de parler de philo? C'est parti! Ça a bien Philo mis en bon, hein. soute. J'ai découvert la page Zach Café Club de Zachary Yoneux en scrollant sur TikTok, puis ça me menait à m'intéresser à une question qu'on se pose pas souvent, je trouve. La philo, une affaire qu'on perçoit comme réservée aux élites intellectuelles, est-ce que ça pourrait être un outil du quotidien pour mieux comprendre le monde, pour prendre des meilleures décisions? Alors, bienvenue au Balado Urbania, Zach. Merci de l'invitation. Sur TikTok, tu abordes des sujets comme ton vœu de chasteté, comment tu as vaincu ton addiction au cannabis ou encore ta honte de ne pas avoir assez voyagé, mais toujours avec une loupe philosophique. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à créer du contenu sur TikTok? Ça a commencé quand j'étais sur le bord de finir ma maîtrise en géographie, donc qui n'était pas en philo. Et j'étais assez seul et isolé, là. J'écrivais mon mémoire de maîtrise dans ma chambre sur le plateau. Puis je faisais ma maîtrise à Toronto. Comme toute mais- bonne maîtrise, Exact. seul et isolé. Ça se fait sur le plateau. Exact, oui, c'est ça. Donc, je vivais plus à Toronto, je vivais à Montréal. Et c'est ça, ça faisait plusieurs mois que j'écrivais dans ma chambre. Puis, j'étais un peu sur le bord de terminer. Puis, c'est toujours quelque chose qui m'a habité depuis plusieurs années, là, cette volonté de vulgariser des choses sur Internet. Mais je n'avais pas assez de
formation. J'avais pas vraiment grand-chose à dire avant ça. Et je devais défendre mon mémoire de maîtrise en ligne, dans ma chambre également. Wow. Parce que l'Université de Toronto demande à ce qu'on fasse une soutenance de thèse, même à la maîtrise, chose qui est peu courante au Québec. Et pour me pratiquer, je me suis dit, ben, je vais investir un peu dans du petit matériel vidéographique et c'est-à-dire un micro, grosso modo. Puis je vais pratiquer ma défense de maîtrise en faisant des vidéos. Et donc c'est comme ça que c'est né cette chaîne TikTok. Au début, il y en a qui sont plus là, je pense, mais comme les 5-6 premières vidéos, c'est vraiment des segments de mon mémoire. Puis c'était en vue de défendre mon mémoire de maîtrise. Est-ce que ça t'angoissait de t'exposer comme ça en ligne? Ben, plus ou moins, pas au début, parce que... puis, je veux dire, ça m'angoisse pas tant maintenant, là, mais la volonté... Aller sur TikTok aussi, c'était un peu une façon de me cacher, parce que je savais que la plupart des gens que je connais n'étaient pas vraiment là-dessus. Puis il y avait moins de chances qu'on me trouve par hasard. T'sais. C'était pas sur mon Instagram personnel, tout ça. C'est sûr qu'il y avait un peu une petite gêne au début de faire des vidéos dans ma chambre. Je les envoyais à mes amis pour qu'ils et elles me donnent des commentaires, mais sinon, je savais que... Puis tu sais, il y avait comme 15 personnes qui voyaient ça. Là, c'était vraiment... 15 abonnés, mettons, puis quelques centaines de vues, puis c'est tout. Puis je me disais, je le fais surtout pour moi me pratiquer, pas pour qu'il y ait un public. Donc, étant donné que je savais que je faisais un peu ça dans le vide, ça me stressait pas vraiment. Ça stressait moins, c'était moins de pression. Ouais. Puis est-ce qu'il y avait des gens qui parlaient déjà de philo sur TikTok ou sur les réseaux sociaux en général qui t'ont un peu inspiré là-dedans? Oui, sur TikTok... Quand j'ai téléchargé TikTok pour faire des vidéos, je suis allé regarder un peu, je faisais une recherche, le philo, qu'est-ce qui se passait. Je n'ai pas trouvé grand-chose dans le monde francophone. Dans le monde anglophone, il y avait quelques profs de philo qui faisaient des trucs, mais il y a un podcast qui s'appelle Overthink Podcast qui est assez bon, là, qui est assez relativement bien produit. C'est 2 profs américaines. Mais sinon, sur YouTube, il y a Monsieur Phi, qui est un Français, que lui, il m'a beaucoup influencé. Il fait vraiment des vidéos de qualité. Je recommande à tout le monde ces vidéos-là. C'est vraiment bon. Puis ça fait presque 10 ans, je pense, que je le suis. Là. Puis lui, il en a fait une carrière maintenant et tout. Il y a des Français aussi, sinon, mais au Québec, j'ai eu peine à en trouver. Ben, je suis assez d'accord. Moi, c'est ça que je trouve quand même original de ta proposition. J'ai pas vu ça souvent, de la philo dans mon algorithme TikTok, surtout pas de gens à la maîtrise. Là, tu viens de rentrer au doc. Ouais. Fait que je trouve que ta proposition est quand même originale. Veux-tu nous parler un petit peu de ton parcours académique qui est assez éclectique? Parce que là, tu as mentionné que tu n'as pas fait une maîtrise en philo. Ouais. Mais donc, tu as fait un bac en philo? J'ai fait un bac en philo. Okay. Avant ça, j'ai fait un certificat en écologie. Avant ça, j'ai fait une session en Sciences Po. Avant ça, j'ai fait un DEC en communication. Wow. Ça va dans tous les puis sens. après ça, j'ai fait une maîtrise en géographie humaine. Puis là, je fais un doctorat en littérature. Donc, ma mère dit que je suis une girouette. J'allais dire, est-ce que tes parents sont comme « Oh là là! » Oui. Ouais. Je pense que ma mère, elle aurait voulu que je m'arrête au bac puis que je devienne prof de français au secondaire, parce qu'il y a un cruel manque à ce niveau-là. Chose qui est très honorable, mais c'est ça. J'avais envie de poursuivre, puis j'ai toujours aimé ça, changer de discipline, parce que ça me crée de l'inconfort, ça me jette dans un nouveau monde intellectuel que je dois découvrir, puis c'est excitant. Puis, ce qui m'a, à la base, amené à la philo, c'est quand je faisais mon certificat en écologie, je voulais devenir biologiste, puis ce qui est vraiment nice aussi. Je voulais étudier la forêt, puis l'écologie forestière. Puis j'ai travaillé en recherche en écologie forestière un été. Puis, à force d'étudier ça, je sentais que ça ne me satisfaisait pas assez, parce que je trouvais que ça restait un peu en surface au niveau conceptuel. Mais ça a vraiment sa valeur, mais moi, j'y trouvais pas mon pied dans ça. Puis je me suis dit, si je veux aller dans le creux du truc, je vais aller en philo, puis là, je vais aller comme vraiment le plus loin possible dans les concepts. Mais en philo, je me suis rendu compte que rester dans la philo, pour moi, c'était un peu stérile. Puis là, c'est rien contre les philosophes, c'est aussi un domaine hyper important. Mais... Rien contre Kant, là. Non. Ouais. Ah. Et donc, mon objectif, c'était de pouvoir appliquer la philo à d'autres choses. Et, entre autres, à la vie quotidienne. C'est ça qui est full intéressant, je trouve. C'est là que ça devient cool. Oui, c'est ça. Puis c'est là où moi, ça me parlait à la base. Puis je suis allé en philo aussi parce que je lisais des livres, puis j'écoutais des films, puis j'étais comme, j'aimerais ça pouvoir mieux réfléchir sur ces objets culturels-là. Et donc,
poursuivre en philo, j'aurais sûrement été capable de le faire en poursuivant en philo, mais c'était un peu plus compliqué. Puis je continuais à buzzer beaucoup sur la forêt. Puis j'avais envie d'appliquer la philo à l'étude de la forêt. Donc c'est une espèce de full circle avec mon certificat en écologie. Et donc c'est pour ça que je suis allé en géographie humaine, parce qu'il y avait un peu cette intersection-là. Puis j'avais une prof qui avait vraiment ces mêmes intérêts-là. Et ensuite, à travers ce parcours-là, à travers cette maîtrise-là, je me suis rapproché de la littérature, de la création littéraire. Donc, dans mon mémoire, il y a une dimension créative. On pourra en parler. Puis, c'est ce qui m'a finalement amené au doctorat en littérature. Puis après ça, je ne sais pas encore où ça va me mener. Puis, il faudrait que je sois capable de le dire, là, parce que de plus en plus, ça va être important. Là, mais moi, j'espère que ça va te mener à une carrière de vulgarisateur philosophique sur TikTok. J'ai comme l'impression que c'est une niche qui n'est pas comblée, en tout cas, au Québec. Puis, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'en France, on fait beaucoup plus intervenir des philosophes dans les espaces publics. Oui, à la radio. Oui, c'est ça. Souvent, là. Mais c'est très valorisé, je pense, la philosophie comme discipline en France, en général. Mais vraiment moins ici, non? Oui, je suis d'accord. Puis, je réfléchis à ça. Je pense qu'il y a une culture de l'intellectuel en France qui est beaucoup plus développée qu'au Québec. Je pense qu'on a quelque chose historiquement, culturellement, peut-être une certaine réticence avec la figure de l'intellectuel au Québec. Pour toutes sortes de raisons historiques. Puis, et cette figure-là, elle a perduré. Tu sais, en France, avec mai 67, tout ça, c'est vraiment comme les intellectuels avaient un impact concret dans la société, étaient vraiment vecteurs de changement. Je ne dis pas qu'on n'avait pas ça ici, on avait ça aussi ici, évidemment, mais je pense une place un peu moins importante dans les médias, peut-être. Et cette chose-là a perduré en France. Cela dit, beaucoup des philosophes les plus populaires en France ne sont pas des très bons philosophes. Qu'est-ce que tu veux dire? Hot take! Ouais. Mais, par exemple, Michel Onfray ou BHL, c'est deux philosophes, ou Raphaël Enthoven, c'est des philosophes qui sont très médiatisés, qui sont sur tous les plateaux, puis qui sont un peu les philosophes de service quand il faut intervenir sur un sujet de société. Par exemple, l'IA, c'est un très bon exemple. Puis Monsieur Phi, le vulgarisateur philosophique, en parle. C'est entre autres de lui que je tire ça. Mais ils viennent, ils déclament des espèces de grandes vérités ou des grandes affirmations sans réelle justification, sous le couvert qu'ils sont des philosophes. C'est des philosophes, ça n'a pas besoin de trop se justifier. Or, pour moi, c'est pas du tout ça la philosophie, c'est justement justifier rationnellement ses arguments. Et donc, il y a un peu cette figure-là de toute façon, la philosophie ne fait jamais de progrès, et puis ça ne sert qu'à poser des questions, puis là, on arrive, puis il dit « La machine ne pourra jamais penser. Point. » Donc, il y a ce problème-là, peut-être, médiatique en France, qu'on a un peu moins au Québec, mais ce qui aussi fait en sorte qu'on a moins de philosophes quand même médiatisés au Québec. J'essaie de réfléchir. Il y a Alain Deneau, qui est quand même présent, puis qui est exceptionnel. On a Mathieu Bock-Côté. Ah, j'avais oublié. Cet autre philosophe. Donc, c'est ça. Il y a souvent... il y a aussi le fils de Jean Charest, qui est prof à l'UDM. Je vais y prendre un cours avec lui. Mais... no hate, là, personnel, en tout cas. Mais donc, c'est un couteau à double tranchant, mais je pense qu'il y a quand même une... Je pense qu'il y a une chaise à prendre au Québec, ou en tout cas, parce qu'il y a une réelle demande aussi. T'sais, je sais pas si c'est juste propre au Québec, puis je pense pas, là, mais on a tendance à penser que la population, on la sous-estime un peu, on sous-estime ses capacités intellectuelles. Ouais, je suis d'accord. On se dit, ils veulent juste du divertissement. Mais c'est pas vrai. À partir du moment où tu crées du contenu de qualité, vraiment avec une profondeur intellectuelle, il y a du monde pour l'écouter. Ça intéresse les gens. Il y a tellement d'exemples où, au final, mais au niveau plus haut, plus élevé, au niveau de où l'argent est, des fois, on se dit, c'est pas le contenu qui est rentable, tout ça. Mais je pense qu'il y a ce désir-là. Je sais pas si tu connais Farnell Morissette. Oui. Je trouve que c'en est un bon exemple de quelqu'un qui prend pas son audience pour des caves. Puis c'est pour ça, je pense que les gens se sont mis vraiment à l'apprécier, puis à suivre ses contenus, puis à aimer ce qu'il fait, parce qu'il t'explique des concepts comme juridiques ou légaux ou économiques quand même complexes, puis il assume que tu es full capable de comprendre. Genre, il n'y a pas besoin il vulgarise très bien aussi. Oui. Je trouve que c'est un bon exemple de l'importance de la vulgarisation
en ligne, comme toi tu fais en philosophie ou comme lui fait, ou l'importance de gens qui vont prendre l'information complexe, la condenser de manière simple, puis la présenter à l'auditoire en disant, vous pouvez comprendre si je vous l'explique de manière simple. Ouais, full. Puis un autre truc qui est nice avec Farnell aussi, que je trouve intéressant, puis ça, je l'ai découvert avec TikTok, je le connaissais pas avant TikTok. TikTok, je l'ai depuis, grosso modo, comme mars dernier, là, quand j'ai commencé à faire des vidéos. Puis c'est aussi qu'il y a zéro production. Comme ces vidéos sont filmées soit directement à main libre sur son cell, ou sinon sur un trépied avec un rideau gris derrière lui. Ah, il n'y en a rien à faire, que ce soit beau, que ça. ce soit laid. Éclairage, pas de micro. C'est quand même inspirant de se dire, ben, au final, si ce que tu dis est intéressant, l'aspect technique est pas si grave. Puis ça, je pense que c'est plus propre à TikTok qu'à d'autres plateformes. Aussi, étant donné le format court. Parce que une vidéo YouTube mal produite, ouais, on est ailleurs quand même sur YouTube. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais là, il est bien cool, Farnell, mais j'aimerais qu'on revienne à toi. Puis surtout, j'aimerais qu'on parle des façons dont la philosophie t'a aidé dans ta vie, toi, concrètement, parce qu'il y a plusieurs des capsules sur TikTok que tu as fait qui abordent ces choses-là. Tu parles notamment de ta vie amoureuse, ta vie sentimentale, ton dating, puis comment il y a certains concepts philosophiques que tu as mobilisés pour revoir ton rapport au dating. Tu veux-tu nous parler un petit peu de ça? Oui, ben ça, c'est une vidéo que j'avais faite, c'est ça, au printemps dernier. Puis c'est l'issue d'une réflexion personnelle sur mon rapport aux applications de rencontres. Puis, tu sais, je l'ai présenté sous forme de... Il y a quelque chose de philosophique dans ça. Peut-être qu'il y aurait des philosophes pour dire que ben non, mais j'ai une définition assez large de la philo. Pour moi, c'est l'exercice de penser, de penser de façon rationnelle, critique, conceptuelle. Juste de pousser un peu plus loin sa pensée. Pour moi, en gros, c'est ça la philo. Okay. Et j'ai appliqué ces outils-là à mon rapport à Hinge, par exemple. Et c'était aussi en lien avec un bit de Adib Al-Khalidi, qui est je trouve personnellement un très grand penseur québécois, un très grand artiste, qui parle d'être aligné avec ses valeurs, et que tes actions soient alignées avec ce que tu veux réellement. Puis je m'étais rendu compte que je datais non plus parce que c'était aligné avec ce que j'étais, mais par habitude, par désir d'exister dans le monde. Je sais pas trop, mais comme je le sentais qu'il y avait vraiment comme une tension à l'intérieur de moi. Puis tu sais, évidemment, cette conclusion-là, on est plein à y parvenir. Puis on n'a pas besoin de mobiliser de la philo pour ça. Mais je trouvais ça intéressant de le présenter sous un angle un peu plus de réflexion, de réflexion critique vis-à-vis de ses propres actions, pour montrer qu'il peut y avoir... ça peut avoir des impacts concrets dans sa vie. Puis tu sais, je dis pas que c'est la philo directement qui m'a mené à ça, mais je pense que ce background-là m'a permis d'essayer de développer plus loin ma pensée par rapport à ça. Puis, j'essaie de réfléchir à des exemples de ça parce que c'est ça que je promeux beaucoup aussi, c'est la philo peut effectivement être utile au quotidien pour tout le monde, tu sais. Ouais. Puis, mais peut-être que le terme de philo est pas bien... Tu sais, peut-être qu'on serait mieux de parler de pensée, tu sais. Parce qu'on pense tous, évidemment, mais on pense pas tout le temps de façon critique, ouais, de façon t'abordes beaucoup conceptuelle. cette idée-là d'avoir un regard critique sur le monde, de penser par soi-même aussi, pas juste absorber comme les idées, puis les valeurs, puis les convictions des autres. Ouais. Je trouve que c'est full pertinent aussi aujourd'hui, vu qu'on est beaucoup, autant en ligne que dans la réalité, j'ai l'impression confronté à des idées qui sont similaires aux nôtres. T'sais, on parle souvent des fameuses chambres d'écho, puis de notre algorithme qui nous comprend tellement, qui nous pitch juste qu'est-ce qui nous ressemble. Est-ce que tu penses que la philo peut nous aider justement à avoir un regard un peu plus critique sur ces idées-là qui nous sont constamment, dont on est bombardé souvent? Ben oui. Puis, il y a peut-être quelque chose d'un peu circulaire dans ça, là où la philo est, par définition, le fait de penser de façon critique. Donc, évidemment, ça nous aide à penser de façon critique parce que c'est comme ça qu'on le définit. T'sais. Mais après ça, c'est comment, dans la pratique, puis moi, c'est avec ça que je me coltaille tous les jours un peu, de comment est-ce que concrètement, dans la pratique, on peut permettre ça à un plus grand nombre de personnes aussi qui n'ont pas nécessairement accès à faire un bac en philo. Moi, je sentais que j'avais besoin de faire 3 ans de philo puis de lire beaucoup d'affaires pour pouvoir me sentir légitime à mobiliser ces outils-là. Mais je suis convaincu que
c'est absolument pas nécessaire. Puis même un bac en philo, c'est beaucoup. Mais il y en a d'autres qui diraient aussi que comme moi, je suis pas légitime en ce moment dans mon doc à mobiliser des éléments de la philo parce que je suis pas en philo. Il y a ça aussi. C'est tellement philosophe comme parenthèse, là, désolé. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu Kant pour Réfléchir. non, oui, c'est Ouais. ça. Hein, t'sais. Mais il y a quand même cette idée reçue-là un peu des fois, puis on se sent pas légitime. Moi, je me sentais pas légitime avant de faire mon parcours en philo. Mais merci vraiment d'être venu au balado, Zach. Ben, merci de C'était l'invitation. super cool. Ouais. Fait que Zach Café Club sur TikTok, allez voir ça. J'ai comme l'impression que ça pourrait lever. Je dis ça de même. C'est ton bête. C'est le moment où on t'expulse C'est de bon. notre divan. Je m'expulse. Et quand Je on me l'envoie sur l'autre divan cancelle. qui est en dehors de la cam. Ah, tout le monde jouait avec le petit bouton. Hein? Je pense qu'on devrait inviter tous les invités Mhm. à appuyer dessus. En quittant. Oui, en quittant. Qu'on Ah, on enregistre. devrait demander aux gens, excusez, je viens d'avoir une épiphanie, alors, qu'est-ce qu'ils veulent canceller? C'est à la fin de leur, Oui, leur ils peuvent appuyer sur présentation. le bouton. Ça serait bon. Un nouveau segment, peut-être? Oui, je pense qu'on devrait l'ajouter. Ça Qu'on me a parle. enregistré. Moi, là, j'avais rien à faire entendre aujourd'hui, mais je voulais parler du compte Instagram OD Pépites qui conserve le meilleur des citations des candidats et candidates d'occupation double Chypre et des autres années. Là. Honnêtement, moi qui suis fan de poésie involontaire, c'en est. Je voulais te lire mes 2 citations favorites de cette saison-ci. Anto a reconnu Marie de faire des TikToks sur des dates qu'elle va avec. Oh! Et l'unique hors-jeu dans la vraie vie t'aurait été vers quelqu'un que j'aurais été, c'est sûr. Ça, c'est moi, dans une journée comme aujourd'hui où j'ai mal dormi. Sérieux? Je vais faire le balado. Je suis genre, bonjour, au revoir, peut-être. Je vais aligner une coupe de mots et espérer Oui, que c'est ça ça. fasse une phrase. J'adore. Mais c'est qu'ils le disent tellement avec de la confiance. Aussi, Oui, là. c'est ça qui est bon. C'est comme le gars qui disait qu'il était unanime. Oui, je me sens unanime. C'est tellement bon. J'ai tout aimé, j'adore vos Hey, ben, moi non plus, j'ai rien à te faire écouter cette Ah semaine, oui? Gab, mais j'ai quelque chose à te lire. J'écoute. C'est le TikTok d'une fille qui s'appelle, ben, son handle, c'est Stella Crazy Gal, une Longueuilloise qui travaille pour Post Canada et qui étudie en sociaux. Dans le fond, on la voit sortir de la job en gambadant et c'est écrit à l'écran être coupée à la job à cause de la grève de Post Canada et revenir à pied à cause de la grève de la STM pour aller faire un travail sur les grèves. Et la semaine prochaine, j'ai pas d'école à cause d'une grève. J'ai trouvé ça tellement drôle. C'est vrai qu'en ce moment, tout le monde est en grève partout. Oui, puis si vous allez à l'UQAM, vous êtes certainement en grève quand il y a C'est- constamment des grèves à cette université. C'est sûr. Tu vois, Oui. elle est en grève cette semaine. Oui, ben, Alors, on c'est la ça. salue. Moi aussi, j'avais une grève, mais en tout cas. Ben, hey. Je pense que c'était tout. Merci Gab, merci Zach et merci Vanessa d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. On dirait que j'étais écrasée dans mon sofa. Je vais me lever pour le dire. Pour la finale. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. C'était Gab et Flo. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.